Dans le paysage vidéoludique, de nombreux jeux ont tenté de rendre hommage à certains artistes. L'utilisation et l'inspiration peut parfois être très explicite, comme le jeu Call of Cthulhu par exemple, qui reconnaît dans son titre s'inspirer ouvertement des livres de Lovecraft. Et d'autres fois, c'est plus subtil, comme dans Source of Madness ou encore Bloodborne, qui s'inspirent eux aussi du même auteur. Pour autant, reprendre la patte d'un artiste ou utiliser son univers ne veut pas dire que le jeu souhaite apporter un message similaire à celui qui inspire. On peut retrouver des liens, créer des connexions entre les différentes œuvres, mais il faut aussi comprendre que l'inspiration peut être un hommage plus qu'un véritable message. Par exemple, dans A Plague Tale Innocence, on se retrouve à un moment devant une cathédrale qui a pratiquement les mêmes traits qu'une peinture de Beksinski. Est-ce que pour autant, cela veut dire qu'on est devant un message ? Est-ce que les développeurs ne trouvaient pas que cette peinture reflétait mieux l'esthétique qu'ils voulaient donner à leur univers ? C'est sans doute le cas. L'utilisation de la vision d'un artiste ne sera le plus souvent qu'un hommage ou l'empreinte d'une esthétique originale. Pourtant, il y a des exceptions. Il y a des jeux qui non seulement empruntent l'esthétique d'un artiste, mais font aussi résonner toute la folie visuelle qui en découle pour en imprégner le scénario. Et la dernière exception en date, c'est Scorn. Scorn est une exception parce que parmi les nombreux jeux qui ont repris l'esthétique de Giger, c'est bien le seul qui propose les mêmes messages et les mêmes thématiques cauchemardesques. Giger est un artiste très connu et reconnu du 7e art, puisque c'est notamment lui qui a prêté son talent pour créer le Xénomorphe, la créature qu'on retrouve dans Alien de Ridley Scott. C'est aussi lui qui s'occupait des lieux Harkonnen dans la version de Jodorowsky pour Dune. Mais au-delà du cinéma, il avait une vision unique. C'est un artiste qui a créé l'une des pires dimensions possibles et où l'humain n'a pas sa place. Toute sa dimension tourne autour de deux choses, l'hyperviolence et la pornographie biomécanique. L'hyperviolence parce qu'on se retrouve devant des visions inhospitalières, inadaptées à l'homme. Tout a l'air dangereux et tout est monstrueux. Il y a une présence d'armes et on peut confondre les scènes d'actes sexuels avec des scènes de torture. La pornographie biomécanique participe à mettre en image cette hyperviolence. On se retrouve face à des corps qui sont faits de chair et qui sont équipés d'appareils reproducteurs démesurés et qu'on peut comprendre là aussi comme des instruments de torture. Cependant, cette pornographie n'est pas à comprendre comme une stimulation, puisque ce sont surtout des visions cauchemardesques qui dégoûteraient toutes les personnes saines d'esprit. Ce qu'il propose est au-delà de l'utilisation humaine. Il ne raconte pas une histoire à travers ses peintures, il présente plutôt différentes perspectives de sa dimension. C'est quelque chose que l'on voit notamment par des visions figées dans le temps. On ne voit pas des personnes interagir sexuellement, on voit plutôt des lieux, comme si les habitants de la dimension Giger constituaient eux-mêmes l'architecture et les paysages. Avec ses couleurs bleues et argent, la texture paraîtrait presque métallique. Pour autant, ce sont bien des êtres de chair que nous voyons. Les visions que nous offre Giger ne sont pas tolérables par tout le monde, parce que comme je le disais, nous ne sommes pas sur une utilisation humaine de ces peintures. Il faut essayer de comprendre sa dimension, et pour comprendre, il faut expérimenter. Grâce à Scorn, il y a enfin un moyen de voyager dans la dimension Giger et d'en comprendre les aspects les plus évidents, mais aussi les plus cachés et potentiellement les plus horribles. Pour mieux comprendre la vie du peintre, je vous renvoie vers la vidéo d'Alt236 qui est très complète sur le sujet. Dans cette vidéo, on va plutôt faire résonner ce que nous dit le jeu grâce à la vie et à l'œuvre de Giger. Parce que comme pour ses nombreuses peintures, le jeu nous offre de nombreuses clés de lecture qui permettent à terme de comprendre le jeu et de voir où est-ce qu'il veut nous emmener. Et pour extirper tout le message de Scorn, on va l'analyser grâce aux deux thèmes que j'utilisais plus haut. Dans un premier temps, ce qui découle de l'acte sexuel, autrement dit la naissance, et dans un second temps, l'hyperviolence et l'expérience de la vie comme traumatisme. Savoir de quoi parle Giger dans ses peintures, c'est déjà comprendre la moitié du jeu. Parce que Scorn ne s'ouvrira qu'aux plus curieux ou à ceux qui sont déjà familiers avec les œuvres du peintre. Et le thème de la naissance est sans doute le plus parlant. Par naissance, il ne faut pas comprendre seulement l'acte d'accoucher. Il y a plusieurs étapes qui précèdent celle qui vient marquer le début de la vie. D'abord le rapport sexuel, et ensuite la croissance du fœtus. Et dans Scorn, la deuxième étape peut être tout aussi traumatisante que celle de l'accouchement ou du rapport sexuel. Dès le début de Scorn, on se retrouve dans un monde fermé, étroit, et qui mixe son architecture avec de la chair. Les formes phalliques sont omniprésentes et elles rappellent constamment le premier thème du jeu. Une naissance ne se passe pas toujours correctement, et Scorn met en évidence ce qui peut se passer pendant la croissance du fœtus ou de l'accouchement. Il y a de très nombreux exemples. Au début du jeu, et plus précisément dans l'acte 1,
on doit faire face à un choix pour ouvrir une porte. Pour cela, on utilise une sorte d'œuf abritant une personne. On a la possibilité de l'amener vers 2 mécanismes, un qui le tuera et qui nous permettra de récupérer son bras, et un autre qui le libérera, ce qui lui permettra de se lever pour nous aider. On est ici au tout début du jeu, et si Scorn est une métaphore de la croissance, de la naissance et de l'accouchement, nous aurons les mêmes choix à faire qu'une personne qui apprend qu'elle attend un enfant, soit l'avortement, soit garder l'enfant. Le premier mécanisme nous amène directement vers une mort rapide pour le nouveau-né, ce qui annule la croissance et l'accouchement. Le deuxième mécanisme vient libérer le nouveau-né, ce qui lui permet de marcher pour venir nous aider. Un autre exemple, dans l'acte 2, nous nous réveillons dans un autre corps et on doit se débarrasser du cordon ombilical. C'est là aussi une des étapes de l'accouchement. Dans l'acte 4, on se retrouve face à une créature gigantesque, mais qui n'est pas dangereuse. On sent même une sorte de sympathie à notre égard, puisqu'elle nous regarde constamment sans nous attaquer, alors même qu'on lui découpe des parties entières de son corps. Ici, on peut faire le lien avec la césarienne, puisque le seul moyen d'arriver au dernier acte du jeu, autrement dit notre présupposée naissance, c'est d'ouvrir son ventre à 3 endroits pour activer un ascenseur. Et après avoir activé l'ascenseur, on se retrouve dans un endroit bien plus éclairé, mais pas plus rassurant. Ce lieu constitue l'acte 5, qui est le dernier acte de Scorn. C'est la partie la plus choquante du jeu, puisqu'elle est très explicite dans ce qu'elle montre, mais aussi dans ce qu'elle fait subir à notre personnage. Après avoir combattu un boss, on se retrouve sur une table chirurgicale, et un médecin robotique vient s'occuper de nous. La manière dont il nous opère fait penser encore une fois à une césarienne, mais d'une manière bien plus violente que dans la réalité. Le médecin n'accompagne pas le nouveau-né pour sortir du ventre, il le force en plantant ses griffes dans nos entrailles. Ici, l'accouchement est décrit comme un moment de pure violence, puisque ce n'est pas le nouveau-né qui décide de sortir, c'est le monde extérieur qui l'y oblige. C'est une interprétation intéressante, puisque les développeurs ont décrit Scorn comme l'idée d'être jeté dans le monde. On ne parle pas d'être accueilli, mais d'être véritablement forcé à naître. Dans cette partie du jeu, il faut côtoyer Giger pour en comprendre véritablement le sens. Selon lui, l'accouchement est un acte de torture. Il a lui-même vécu un accouchement violent, puisqu'il ne voulait pas sortir du ventre de sa mère. C'est une vision qu'il maintiendra pour le reste de sa vie, parce que selon lui, donner la vie, c'est aussi donner la mort. L'accouchement est surtout lié à une expulsion dans le monde, à une obligation de la vie. C'est quelque chose qu'on retrouve dans Scorn, puisque dans l'acte 5, on vit d'une certaine manière 2 accouchements. Celui avec le médecin, extrêmement violent, et un autre qu'on ne peut pas qualifier avec moins de violence. Après notre opération, un être supérieur nous emmène devant un gigantesque portail qui s'apparente à une forme familière de l'accouchement, l'appareil reproducteur de la mère ou l'ouverture faite durant la césarienne. Et celui qui nous porte pourrait être le médecin qui aide la personne à accoucher. Pour autant, juste avant de passer le portail, un parasite qu'on avait déjà rencontré durant l'aventure revient à la charge et vient fusionner avec notre corps. Sur le moment, nous retrouvons la forme d'un fœtus, une sorte d'être recroquevillé sur lui-même. Et puisqu'il est condamné à ne pas franchir le portail, on imagine que notre personnage ne naît pas. C'est une théorie très plausible puisque la forme qu'a pris notre personnage ressemble énormément à un lithopédion, un fœtus pétrifié qui est mort sans même avoir eu le temps de naître. Avec ce premier thème, on voit où le jeu veut nous emmener et ce qu'il veut nous raconter. La croissance et la naissance sont des expériences traumatisantes, autant pour la personne qui accouche que pour le fœtus qui grandit dans le ventre. Je pense que notre personnage est ce futur être vivant qui essaye de naître, de trouver son chemin dans les entrailles de son parent. Je le disais en début de vidéo, mais si on veut analyser Giger, il faut aussi passer par le prisme de l'hyperviolence, de la vie comme traumatisme. En analysant les œuvres du peintre et en les mettant en corrélation avec Scorn, on peut voir que cette hyperviolence est omniprésente. Que ce soit l'accouchement ou encore le rapport sexuel, Giger a une manière de voir les choses qui est plus malsaine et cauchemardesque que les autres. Et le jeu nous l'explique à de multiples reprises. Par exemple, si on reprend le nouveau-né au début du jeu, qui peut être soit sauvé, soit être tué, le jeu nous dirigera d'abord vers le chemin le plus simple à atteindre, et c'est inévitablement celui de la mort. On aura beau entendre tous les hurlements d'agonie, à partir du moment où on a enclenché le mécanisme, où on a nous-mêmes activé sans même essayer de voir ce qu'aurait préféré le nouveau-né, on devient automatiquement l'être hyper violent. Et ce rapport de force s'applique à presque toutes les visions que nous donnent Giger et Scorn. On a beau être dans un jeu effrayant, dans des lieux qui ne sont pas accueillants, malgré tout ça, c'est notre personnage qui enclenche les mécanismes de torture, qui blesse les autres et qui tue. Et cette manière de voir les choses, on la voit dans presque toutes les œuvres sur lesquelles Giger a travaillé.
Par exemple, le premier film Alien peut constituer le même message que Scorn sur la naissance, et notamment sur la grossesse non désirée. Au début du film, l'officier Kane va se faire attaquer par un facehugger qui s'accroche au visage pour pondre dans le ventre de la victime. Ici, on n'est pas sur un rapport consenti, mais bien sur l'aspect purement pratique de l'acte sexuel. Peu importe la forme qu'il prend, le but est simple, faire grandir quelque chose dans le ventre et lui donner naissance. Ce n'est pas pour rien que le xénomorphe sort de force par le ventre de Kane. On est dans la situation similaire à un accouchement, à la seule différence que l'enfant n'est pas désiré, ou ne prend pas la forme que les parents auraient voulu qu'il ait. Aussi, la forme du xénomorphe adulte, avec une gigantesque tête phallique, perpétue le message de base, qui est un rapport de force par le non-consentement ou l'intrusion corporelle d'un objet extérieur. Tout ça se reflète non seulement dans la vie et l'œuvre de Giger, mais aussi dans Scorn. Tout le long du jeu, un parasite va s'accrocher à nous jusqu'à nous empêcher de faire certains mouvements très simples, comme bouger les doigts et activer des mécanismes. Ici aussi, il y a une intrusion corporelle sur laquelle nous n'avons aucun pouvoir. Il y a un rapport de force, et la seule chose que nous pouvons faire vis-à-vis de la situation, c'est de la subir. Chez Giger, il faut imaginer le rapport sexuel et l'accouchement de la même manière. Un acte qui peut être fait par amour de base représentera quelque chose de violent et sanglant chez le peintre. Par exemple, dans la peinture Passage 8, on peut dans un premier temps voir du métal rouillé, mais il ne faut pas oublier que la chair et le métal se confondent dans la dimension Giger. La rouille devient alors du sang, et puisque c'est un passage, il peut y avoir une entrée et aussi une sortie. On pourrait alors voir l'entrée comme l'acte sexuel violent et non consenti, et la sortie comme un accouchement qui se serait mal passé. Dans tous les cas, il y a encore une fois une omniprésence de l'hyperviolence. C'est pour cela que la moindre chose que l'on fait dans Scorn, même la plus minime, s'apparente à un acte de torture ou à l'activation d'un mécanisme qui ferait souffrir une personne dans un endroit que nous ne connaissons pas. Mêler les thèmes de la naissance, de l'accouchement et de l'hyperviolence sous le prisme de Giger permet de mieux comprendre le jeu. Il permet de voir pourquoi certains lieux ont pris des formes étranges mais familières dans la dimension Giger. Il permet aussi de comprendre le scénario du jeu, qui reste avant tout une expérience vidéoludique contemplative et à interpréter comme bon vous semble. Pour autant, grâce à Scorn, il nous est enfin possible d'expérimenter cette dimension, d'y voir les aspects les plus horribles et cauchemardesques. Enfin, je pense que Scorn avait surtout pour ambition d'être l'extension de la vie d'après pour le peintre, puisque parmi tous les humains, la seule personne qui est vraiment apte à se promener aussi calmement dans ces lieux, c'est bel et bien Giger. Le 12 mai 2014, Giger s'est malheureusement éteint en succombant après une grosse chute. Scorn, qui sort 8 ans plus tard, démarre son aventure avec notre personnage qui se réveille d'une chute. On aura beau avoir le contrôle sur notre personnage tout le long du jeu, au moins on est sûr d'une chose, nous verrons les 5 actes de Scorn à travers les yeux de Giger lui-même.